exemple. Ouais. Donc je voudrais que tu partes... Faut commencer. Oui, comment, vas-y, quand tu veux. Ben, c'est bien simple. Je suis issu d'une famille ouvrière. Ma maman, elle n'a pas eu de chance. Parce que elle était mariée une fois. Et son mari est décédé d'un accident de travail. C'était un ouvrier qui travaillait au four à coke de Gaillon. Et un jour, il y a eu une coulée, il a été brûlé. Et à l'époque, il fallait ne pas dépasser 40 jours de vie pour avoir une retraite, une pension. Or, l'homme à qui ma mère était épousée, il est mort au bout de 42 jours, c'est-à-dire qu'il dépassait 2 jours, elle n'a pas eu de retraite, elle n'a pas eu de pension. Donc, comme il y avait 6 gosses déjà à la maison, il y avait 2 sœurs de mariés, il restait encore 4. Il restait encore 2 frères, une sœur, et moi, ma mère s'est remise avec un homme qui ne pouvait pas l'épouser parce que sa femme était folle. Et à l'époque, quand il y avait un des deux qui était faux, on ne donnait pas le divorce. Donc ma mère s'est mise à la colle avec un homme nommé Célestin Dubois. Et je suis né de là, j'étais 7e. Quand je suis né, j'avais un père, j'avais une mère. Mes souvenirs qui remontent étaient des souvenirs heureux. Parce que mon père me prenait sur ses genoux, ma mère était tendre avec moi, et un beau jour, ce fut la catastrophe. C'est-à-dire, c'est pourquoi je hais la guerre. La guerre est arrivée, la guerre est venue. J'ai eu un frère qui était prisonnier de guerre il y avait 18 ans. Il a été embarqué en Allemagne. Mon père qui était mineur en 1917, on l'a fait remonter de l'après-midi. On l'a déporté en Allemagne légalement. Et ensuite est venue l'évacuation. Elle était gravement malade. Elle faisait des coliques néphrétiques. On l'a amenée sur une brouette. On a été évacués pour partir en Hollande. C'est-à-dire en pied, on a traversé toute la Belgique. Et on est parti d'un camp. Un camp qui était un camp de réfugiés, mais en réalité c'était un camp de concentration du fait qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et ma maman a été hospitalisée. Quand nous sommes arrivés en Hollande, on a été le voir à l'hôpital. Et à l'hôpital, moi qui avais 4 ans, je ne me rendais pas bien compte. On m'a dit que ma mère dormait. Je suis parti avec l'idée que ma mère était toujours vivante. Mais seulement elle était morte. C'est-à-dire que j'étais orphelin. On a évacué jusqu'en 1919. En 1918, la guerre est finie, le 11 novembre, c'était déjà tard. On a été rapatrié en 1919. J'ai resté avec ma plus vieille sœur. Elle avait un fils. Un fils qui était 9 mois âgé plus que moi. Mais j'étais son oncle. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Là, j'ai contacté une comment on appelle ça? C'est-à-dire une pneumonie. J'étais entre la vie et la mort. On m'a soigné avec des synapis. On me donnait même des porte-monnaies avec de l'argent et tout, puis ça n'allait pas, je manquais de mourir. Et je me suis remis, je suis sorti de là. Mais cela ne m'a pas rendu ma mère. Mes sœurs avaient des enfants. Ils ont passé à leur enfant d'abord, c'est normal. Et moi, on m'a pris, j'ai une sœur qui s'est nommée tutrice, puis j'avais un frère également 5 ans plus vieux que moi. Une, elle m'a pris moi, et l'autre sœur a pris le plus grand. Probablement parce qu'il allait avoir l'âge de travailler. L'intérêt peut-être, toujours est-il que quand j'ai eu 6 ans, on m'a mis à la porte. Moi et mon frère, nous sommes partis avec un bagage qui était dans un mouchoir de poche. À 4 h du matin, on nous a mis dehors. Je suis parti chez ma deuxième sœur. Elle n'était pas mariée, puis elle avait une fille. À l'époque,
C'était l'époque encore des compagnies minières. Si tu n'étais pas marié à l'église, tu n'avais pas de maison. C'est la vérité. Et moi, ma plus vieille sœur a repris mon frère. Je me suis retrouvé seul désemparé. À 6 ans, on m'a fait travailler dans une ferme, dans la ferme Villon à Saint-Nom-Prune-Montigny, pour 6 œufs par jour. C'était peut-être la période, après la mort de ma mère, la plus heureuse. Parce que là, je mangeais avec les patrons. C'était du bon jambon, du bon beurre, des bons œufs. Et puis on me faisait garder l'enfant, puis donner à manger aux cochons. Aux cochons, c'était facile, on faisait cuire des pommes de terre, on le mettait dans une espèce de cave, au souterrain, et puis il fallait laisser bouillir, que ça pourrit presque. Ça devient sûr, et les cochons se régalaient comme ça. J'étais bien là. Puis un beau jour, ma sœur a décidé de se marier. Parce qu'en se mariant, elle pouvait avoir une maison dans les cités. Mais il fallait qu'elle soit mariée à l'église. Un beau jour, ma sœur s'est mariée à l'église. Mon beau-frère a été au patronage. Et puis je dois une maison. C'est pour dire que c'était encore le temps de Germinal. Pour moi, ça n'a pas changé beaucoup, mais ça a changé quand même. Parce que dans l'entre-deux, en 1922, on a fait la cité La Clochette. La Clochette qui est pas bien loin d'ici, qui est au port de l'île, Douai. Et on déversait des charbons, des terres de terri qu'on appelle. Et ma soeur percevait 10 centimes par l'assistance publique pour moi par jour. C'était pas possible de me nourrir avec 10 centimes. Donc, ils ont commencé cette cité, ils ont commencé par faire des remblais. Et les remblais étaient de 2,50 m d'auteur. Et lorsque on a su qu'on pouvait aller grappiller, un sac de charbon se payait 4,50 francs. Moi, j'ai commencé à la mine avec 7 francs 0 sac par jour. Je gagnais 9,50 francs en allant chercher 2 sacs de charbon. Alors c'était préférable pour ma soeur, pour son budget, d'avoir 9,50 francs que 7 francs. Et puis je n'avais pas l'âge de travailler. Donc, on ne m'a pas envoyé à l'école. Je n'ai jamais eu... Je suis écrire parce que j'ai appris à 37 ans. Mais autrement, je n'avais jamais lire et écrire. Je n'ai jamais appris. J'ai poussé comme ça. Et le malheur, à ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation familiale. Ma soeur a attrapé le deuxième gosse. On m'a dit, vraiment, tu vas aller chercher du charbon. J'étais chercher du charbon. Je prenais une brouette. Je partais à 6 h au matin, je rentrais à 6 h au soir. Avec 100 kilos de charbon. Ensuite, il fallait que je revienne à la cité Notre-Dame et ensuite repartir à Douai, vendre le charbon chez le commissaire. Le commissaire de Douai, il m'achetait du charbon. Il n'avait pas le droit, mais c'était bon marché, hein. Et alors, le drame, c'est que le jour qu'il n'avait pas de charbon, qu'il n'y avait pas de remblai, que c'était rien que des grilles qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait des trous dans la roche, il n'y a pas de terre de triage, rien, il n'y a pas de charbon. C'était pas de ma faute. Moi, je voulais bien charbon, il n'y en avait pas. Alors quand je rentrais le soir, on m'envoyait coucher sans souper. Et coucher sans souper, c'est dur, hein, quand on a 6 ans. C'est dur, c'est même mauvais. Parce que moi, une fois que ma soeur dormait, je descendais par la fenêtre, risquée de me faire tuer. Dans les cités, c'était chez nous, des gouttières. Je m'agrippais aux gouttières, je descendais, puis j'allais dans les jardins grappiller des carottes. Et dans la cité, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous dirai pourquoi, cette pompe-là, qu'elle est là.
n'existait pas. C'était des papas. Moi, j'allais chercher, rapiner, des navets, des carottes, des poireaux, et j'allais les laver à la pompe et je les mangeais comme ça. Et un beau jour, il y a quelqu'un qui m'a observé. Cet homme, il s'appelait Désiré Bayeux. Il n'y avait pas de gosse. Il habitait juste là où la porte qu'elle est. Et il me regardait laver les carottes. Je faisais comme à la pape, puis j'avais fait à le manger. Je me rigolais. Parce que c'était quand même... J'avais quelque chose dans le ventre. Remarquez, c'était dangereux de remonter par le chéneau. Mais il y avait une croisure, je montais, puis j'allais me coucher. Un beau jour, ce Désiré qui s'appelait Bayeux, il était le porte-drapeau de la CGT. C'est-à-dire qu'il y avait des manifestations, qu'il y avait un libre penseur, il y allait avec le drapeau. J'étais en train de laver les carottes, puis de les croquer, lorsqu'il est venu, puis il me dit, ben, qu'est-ce que tu fais là, tu Quignon? Désiré, je mange. Ben, donc pas manger à maison. Non, j'en mis pas de charbon, pas manger. Mais je mange quand même. Allez, laisse ça là, viens ici. Il m'a fait rentrer chez lui. Puis alors, il m'a donné un souper. Puis on dit, comme t'auras faim, faut qu'il y ait la porte venir ici. Attends, là c'est on entend trop. Alors, c'est pas à ce moment-là que ça s'est passé. Non, ça c'est plus tard, ça Kovanzetti. T'es plus vieux, hein, c'est ça. C'est 1923. 23, hein, c'est ça. 23, d'accord. alors, Non, parce que je pensais que c'était la même chose. C'est loin, hein. Oui, oui. Non, vas-y, c'est bien. Est-ce qu'on on entend bon, bien? On entend bien? On entend bien? Oui, oui. On entend bien. Okay. J'ai dit merci à Désiré et à sa femme. Ils sont morts, mais je voudrais encore les remercier. Puis ma vie s'est passée comme ça. Lorsque j'avais pas de charbon, je n'avais pas mangé. J'étais comme ça jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai été chercher un livret de travail à la mairie, j'ai passé une visite. J'avais 34 kilos. J'avais 1m40. Mais j'étais bon. On m'a pris. Puis bien heureux, bien content, j'ai commencé au fond de la mine, je suis né le 6 décembre. J'ai commencé le 8 décembre au fond de la mine. Directement au fond de la mine. Parce que au puits Notre-Dame, il faut que je l'explique. D'un côté, on ne prenait pas les garçons en triage parce qu'il y avait des jeunes filles. Alors les filles suppliaient les garçons les mettaient au fond de la mine. On m'a mis à pousser du charbon dans une taille. Au début, j'étais bien content, c'est des couloirs, et puis alors c'est un toboggan. Moi, j'étais jeune, mais ça arrivait que mon pantalon, il s'est usé. Puis ensuite, mes cuisses, ils se sont usées. Après, j'avais peur de pousser. Alors, il y a un ouvrier qui m'a coupé des planches, il m'a mis ça dessous derrière, puis j'ai enlevé ma culotte, parce qu'elle était déjà tout arrachée. C'était la guerre à la maison, mais enfin, ça s'est passé. Et puis les années se passent, on me donne 50 centimes par dimanche. Si je vais au cinéma, c'est 50 centimes. Si je ne travaille pas, c'est 25 centimes. Alors je tente de resquiller. J'ai tenté par la suite de resquiller. Je n'ai pas resquillé longtemps. Mon dimanche, il faut vous le dire, c'était un dimanche, j'avais été chercher pour avoir un demi-sac de charbon pour les charnés, pour ceux que leur père avait été tué, et que leur maman était restée veuve avec sa gosse, et qu'on avait mis dehors des cités. Attends Raymond, ça tu vas me le... Il faudra que tu me redises l'histoire des charlets, il faudra que tu me le redises à part. Tu comprends? Tout à l'heure, vas-y. Excuse-moi, mais c'est parce que... Oui, je sais, tu suis ton idée. Mais l'histoire des charlets que tu m'as racontée tout à l'heure, il faudra que tu la racontes en détail. Vas-y, continue sur l'histoire du cinéma. Parce que ça, c'est une histoire très importante. Alors, j'avais été chercher un demi-sac de charbon parce qu'on ne travaille pas le dimanche. Mais moi, ça me faisait un père et sous pour donner justement à cette famille.
Puis tout d'un coup, j'étais en train de me laver, il arrive une bonne femme. Il lui manque un bras. Elle a le bras coupé par une grenade. Et là, un cabas qui est accroché ici, et sur l'autre main. Attends, vraiment, excuse-moi, on va arrêter parce que le bruit du... Ça tourne. Ça, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Hein. Ouais, ouais. Ça tourne toujours. Il diminue parce qu'il va arriver derrière. Quand tu parles un petit peu bas, tu l'as bien quand même? Ça tourne. Tu peux y aller, Raymond. Et alors, cette femme, elle fait l'aumône. Reprends tout, il faut que tu reprennes toute l'histoire à partir du moment du cinéma. Il faut que tu reprennes tout, parce que c'est coupé. Ah bon. Repars sur le cinéma, tu prenais le charbon, et tu as oublié de dire quelque chose, c'est que tu aimais le cinéma. C'était important pour toi d'aller au cinéma, parce que tu aimais ça. Bah oui, mais seulement, voilà, faut reprendre à zéro. Pas à zéro, reprends dans... Pourquoi tu travaillais le dimanche? Bah, je travaillais le dimanche pour ramasser du charbon, bien qu'on ne culbuttait pas des wagons, mais seulement les machines amenaient des wagons le dimanche pour culbuter le lundi. Et alors on grimpait, les jeunes ont grimpé sur les wagons, on ramassait le dessus. Puis alors, quand j'avais à la moitié d'un sac, j'ai arrêté parce que il ne pouvait pas la rester, il n'y en avait plus, on était très nombreux à chercher du charbon à l'époque. Alors le dimanche, je me lavais dans la cour, il est rentré une femme qu'elle mendiait, elle faisait la mendiante. Elle avait un bras coupé, ça je l'ai dit je crois. Puis il y avait une épaque avec un cabas, et de l'autre côté elle avait une petite gamine de 1 an et demi, 2 ans. Sur le banc. Quand elle est rentrée dans la cour, j'étais en train de me laver. Ma sœur, qui n'était pas riche non plus, elle lui a donné un morceau de pain, un quignon de pain. Cette femme a dit merci, elle est partie, mais il y avait du pain. Et moi, j'ai vu cette femme sortir. J'ai dit comment? On va manger du pain sec. Alors, j'ai sorti ma pièce de 10 sous. C'était 10 sous, hein, 50 centimes, de ma poche. Puis j'ai dit, s'il vous plaît, madame, j'ai dit, vous voulez bien prendre cette pièce? Ça vous mettra un peu de beurre, si vous en avez besoin. Cette bonne femme a déposé sa petite sur la chaise. Elle m'a pris ma tête, elle m'a embrassé sur le front. Elle a pris l'argent, évidemment. Alors je lui ai dit merci, mais moi j'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute parce qu'elle m'avait embrassé sur le front. Il y avait 1 an qu'on ne m'avait pas embrassé. Parce que moi, je n'avais pas le droit de m'amuser comme les autres. Moi, je ne pouvais pas prétendre avoir les autres qu'ils avaient. Les autres, il y avait des nouvelles d'époque et moi, j'avais rien. Parce que je n'avais pas le droit, j'étais en recul. Alors, cette bonne femme, elle m'a embrassé, j'ai pleuré. Puis elle est partie. Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à chanter. J'avais fait une bonne action. Je ne le regrettais pas. Alors j'ai fait semblant de rien, je dis à ma soeur, bah, je vais m'envoyer au cinéma, mais je n'ai pas été au cinéma. J'étais au vivier de ça, quand il y avait de la pêche, je regardais les pêcheurs, puis mon dimanche s'est passé comme ça. Et pourquoi tu ne pouvais pas aller au cinéma? Ben, parce que j'avais donné mon dimanche à cette personne. Alors j'avais plus de sous. Alors, il faut que je t'explique un truc. Reprends où tu veux. Alors, lorsque j'ai donné mes 50 centimes à cette femme, qui était mendiante, les a prises. Puis elle a déposé sa petite fille sur un escabeau que je m'étais lavé. Non, c'est bon. Attends. Et elle m'a embrassé. Parce que j'avais donné les 50 centimes, c'était pour moi aller au cinéma, mais je l'ai donné à cette bonne femme, parce qu'elle en avait besoin. Moi, j'ai un bon cœur, moi. Et puis j'ai tellement une misère que je comprends la misère des autres. Je l'ai fait, non pas par gloriole, de toute façon, je n'ai pas été au cinéma. J'ai été voir les pêcheurs. J'ai passé un bon dimanche quand même, puis j'étais heureux. Heureux d'avoir fait un bon geste. Mais seulement, cette bonne femme est partie, après m'avoir embrassé sur le front. Et je vous l'ai dit, il y avait 1 an qu'on ne m'avait pas embrassé. Moi, j'ai passé ma vie avec des animaux. La tendresse des bêtes.
C'est terrible. Il y a des gens qui préféraient peut-être perdre un être humain qu'une bête, tellement qu'ils les aiment bien, les chiens, les chats, ils sont tous pour ces bêtes-là. Parce que c'est un amitié, c'est sincère, c'est vrai, c'est vrai que c'est pour la nourriture. Parce que si on ne met rien dans le bec, ils ne viendront pas. Mais quand on a un, ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Il y a des chiens, moi j'ai connu des chiens, des mendiants. Lorsqu'ils sont morts, leur chien est parti mourir sur la tombe de leur maître. Par fidélité au maître. C'est pas par hypocrisie, c'est pas parce que... Il n'y a pas d'hypocrisie chez les animaux. C'est la vie, c'est la loi, c'est ça. Alors, pour moi, ben, j'étais heureux, et puis la vie a continué. Et quand j'ai commencé à travailler, d'ailleurs, j'étais commencé le 8 décembre. Et les autres dimanches, j'ai pas été au cinéma non plus. Parce qu'à chaque fois que j'allais au cinéma, le cinéma coûtait 25 centimes. Pour celui qui ne travaillait pas. Mais comme moi, j'avais déjà des bleus sur mes mains, tu travailles, c'est 50 centimes. Alors j'ai dit, j'ai passé une fois, je vais passer la deuxième fois, puis troisième fois, puis j'ai pu été. J'ai pu été au cinéma. J'ai pu été parce que, de toute façon, je donnais de l'argent, mais je n'étais pas heureux. Je préférais m'amuser à le galop Shabbat, cela, la guise, et puis pour quelquefois, même dans un tour avec un biscaya pour 2 sous, 3 sous. Ma jeunesse, elle s'est passée comme ça. Et lorsque j'ai travaillé, ben, c'était pareil. Mais ça n'a pas été longtemps pareil. Il est arrivé à 23 août 1927. De 13 ans, je saute à 15 ans. À 15 ans, c'est un âge important. On prend quelquefois des décisions comme un adulte. On réussit ou on ne réussit pas. Mais il y avait eu ceci, c'est qu'en Amérique, on a électrocuté Zako Izandetti le 23 août 1927. La CGTU a appelé à faire grève de 24 heures. Je dis bien la CGTU, parce qu'il y a 2 syndicats. Il y a le syndicat qu'on appelle réformiste, c'est les socialistes, puis il y a la CGT unitaire qui voudrait rassembler pour faire qu'un seul syndicat, parce que lorsqu'un mot d'ordre de grève, il y a toujours un syndicat qui recule, il se retire, c'est la CGT tout court, ce sont les réformistes qui ont la CGT dans la main, et ils ne veulent pas la lâcher et ne font jamais grève. On tire au salaire, on punit des ouvriers, on laisse faire. Alors ce jour-là, moi qui avais 15 ans, j'ai pris position pour Zako Izandetti. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé. Et puis comme j'avais une bonne gueule, comme on dit, je suis monté sur un barreau, puis j'ai appelé les jeunes à faire grève. Et en voie de conséquence, c'est qu'on m'a repéré. J'ai été repéré par un appelé Édouard Lécardet, un chef pour rien. Je l'ai arrêté. Dommage, hein, oui. Attends, Raymond. Attends. Le 23 août 1927. Vas-y. Alors, ce jour-là, j'ai fait grève. Le lendemain, je m'emmène pour travailler. On est forcément le 24 là, il faut août. qu'on reprenne. Hein. Raymond, il faut que tu reprennes ce que tu as dit, parce qu'on n'entend pas avec le train. Ah. Raconte le 23 août 1927. La grève. La grève. Reprends comme si tu m'avais rien dit. Vas-y. Alors, le 23 août 1927, il y a eu l'électrocution de Zako Izandetti. La CGTU a lancé un modèle de grève de 24 heures. Moi qui appartenais à la CGT tout court, à la CGT réformiste, j'ai tenu avec les ouvriers qui appartenaient à la CGTU. Et puis, comme je trouvais injuste qu'on les avait électrocutés, tout le monde disait que c'était pas vrai, qu'ils n'avaient rien fait, j'ai parlé.
Puis alors j'ai détourné 17 conducteurs et de chevaux. C'est-à-dire que ce jour-là, du 23 août, il n'y a pas eu de coupe. Parce que les chevaux qui sont près de la mine, ils sont habitués à un conducteur, pas deux. Et si le conducteur qui ne vient pas, il ne tire pas. Il rue et puis il ne tire pas. Alors il faut que le conducteur qui vienne. Mais les conducteurs ont fait grève. Et j'ai été repéré par un appelé Édouard Lécardet qui était sous-chef Porion. Celui qui faisait travailler les mineurs tout seul. Il n'avait pas le droit de travailler tout seul. Il faisait travailler tout seul. C'est comme ça que moi, à 17 ans, j'ai travaillé dans une taille. On me mettait avec un ouvrier parce qu'on n'avait pas le droit de le laisser tout seul. Et cet ouvrier, d'autant plus, c'était le délégué suppléant, il s'appelait Joseph Nice. Il était délégué suppléant, mais il travaillait seul. Il n'avait pas le droit. Alors un délégué qui ne respecte pas la loi, qui ne fait pas respecter la loi, on me mettait avec moi à faire du charbon avec lui pour pas qu'il soit seul. Alors, moi, j'étais pas content. Parce que j'avais pas l'âge, c'était à 18 ans qu'il faut faire du charbon. Hein. Alors, je l'ai dit. Et puis, quand j'ai eu 4 jours à pied, je suis parti trouver un délégué qui s'appelait Victor Fontane. Avec ma carte de syndicat, puis j'ai dit voilà. J'ai été trouvé pour qu'il me défende. Alors, celui-ci m'a dit ben, qui c'est qui t'a donné l'ordre de faire grève? La CGTU. La CGTU. Tu iras te faire défendre par la CGTU, mais moi je ne te défends pas. Et c'est ainsi que je n'ai plus été syndiqué à la CGT. Mais, le 24 août, il y a eu une réunion à la mairie de Salnope dont le maire était Paul Bancourt. C'était pas Bancourt. Enfin bref. C'est pas grave vraiment. Ça non, on en reviendra. J'assiste à cette réunion, on appelait à adhérer à la jeunesse communiste, et puis à la CGT, tout ça. Il y avait Martin Desrémaux et puis Henri Martel. Moi j'adhérais. Et nous avons adhéré à une caserne, tous ceux qui étaient d'accord avec lui, le conducteur de chevaux, on a monté la jeunesse communiste. Et c'est là que c'est parti. Alors, il y a eu des grèves en 1929. On y a participé. Mais d'une façon active. Parce qu'en 1927, c'était quand les impôts cédulaires, on voulait imposer les fiches sur les ouvriers. Et les gardes mobiles, on les appelait les enfants de Paul Bancourt. Parce que Paul Bancourt, c'était le ministre de l'Intérieur. Et ces gens, ils nous pourchassaient. Alors on avait fait grève. Moi, je ne suis pas ça. Alors, il y a les cités, il y a des palisades, il y a le carreau de fosse qui est là de Gaillan, là c'est les houlières, c'est le mine de Niche. Et de l'autre côté, c'est la commune. Il y a un maire que j'admirais, c'est Guy Ronet. Il était maire et de Boisier, c'est le premier maire communiste qu'il y a eu dans le Nord. Lui, il est venu et il s'est mis sur le territoire de la commune. Et tous les gardes mobiles qui étaient avec des sabres et puis les chevaux, qui passaient sur le territoire, ils les prenaient la boîte puis ils disaient allez sur le territoire de celui qui vous plaît. Il a pris position. Et la grève a continué comme ça 4 jours. Évidemment, je m'ai fait repérer. Alors, ce Lécardet là, c'était un croix de feu. Il m'appelait le communard, espèce de drossard, des noms comme ça. Puis alors, où que j'étais, j'avais des trémies. Une trémie, c'est un truc qui met du charbon, puis on nous fait une trappe, charbon, puis après, il fallait culbuter la berline dans un treuil. Parce que c'était moi qui étais là, il a fait démonter les trémies. Et j'étais obligé de chercher tout à la peine. Et 20 berlines. Poussé, il y avait un treuil, il fallait demander le passage, mettre la rampe et puis culbuter. Il aurait fallu renforcer la cheminée, non, il n'a pas fait. Alors moi, avec cet homme, je me suis enculé. Mais il était morveux, hein. Il était morveux. Non, on le coupait, ouais, il en passe souvent. Hein. Ouais. De la révolution russe. Tu savais rien. Voilà. Je savais que quand on les appelait les bolcheviks,
J'avais participé une fois à une collecte qu'on a ramassée parce que c'était la misère, là-bas c'était la révolution, il n'y avait plus à bouffer, il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus rien. On a fait des collectes pour ramasser des villages. Et les jeunesses communistes y ont participé, moi j'y ai participé. Mais réellement, politiquement, j'étais zéro. Moi j'étais zéro. J'ai devenu communiste en travaillant. Je suis devenu communiste par la force des choses, on m'a poussé à l'y être. Par les arbitrages, par les amendes, les brimades, les mises à pied, tout ce qui s'ensuit, moi, je ne pouvais pas le dire. Hein. Alors, j'ai adhéré aux jeunesses communistes, on m'a fait des cours, on a essayé de m'apprendre à lire et écrire. Et puis, je me trouvais bien avec eux. Attends. Pas souvent, hein. J'ai appartenu à la jeunesse communiste. Et puis le dimanche, on faisait des sorties. Bien sûr, il y avait de la politique. Mais ça m'a plu. Puis 1931 est arrivé. En 1931, il y a eu la grève. Des grèves dures. Je me suis trouvé dans mon élément. Je suis devenu militant. Puis je suis devenu secrétaire de section des jeunesses communistes et ça me note. Et ensuite j'ai déménagé, j'étais à Pécancourt, je suis rentré dans les jeunesses, je n'ai plus quitté. J'étais dans les jeunesses jusqu'en 1934, jusqu'à temps qu'on a fait la jonction. Puis à 1934, j'avais quand même 22 ans. Hein. Alors moi j'ai rentré au parti. Parce que ça ne comptait pas avant les jeunesses. Quand j'ai demandé ma carte de vétéran, que j'ai dit j'étais adhérent en 1925, 1925, oui, 1923, on m'a dit la jeunesse, ça ne compte pas. Alors je dis, bah, si ça ne compte pas, c'est pas la peine de l'être. Mais je suis rentré dans les communistes, dans les cellules communistes, quoi. Puis alors là, j'ai commencé à militer dans le syndicat. Là, j'ai commencé à voir clair. J'ai vu qu'on insultait les ouvriers, qu'on les punissait, les ouvriers, qu'on mettait des journées à pied aux ouvriers. J'ai vu qu'on les insultait, on menaçait les vieux camarades polonais de retourner en Pologne. Mais moi, j'étais dans une telle punition à partir de 1932, à l'âge de 20 ans. Telle punition, ça veut dire une tôle de 40 cm dure comme du fer. Du querelle là, du querelle, c'est des cailloux comme quand on réguisse les haches, et du querelle là, tout ça s'était arraché. Hein, ça. Pas moyen de se tourner comme ça. Hein. Alors, pendant 6 ans, j'étais dans cette taille. Cette taille, le barème était à 32,90. 32 francs, 90 centimes. Moi, je faisais 6 berlines. Tout ce que je pouvais faire, c'est 6 berlines par jour. On me payait 5 francs de la berline, j'avais 30 francs. Et chaque casane, c'était insuffisance de salaire, 2 francs 90. C'est-à-dire que je ne gagnais pas mon barème. Alors on me laissait là. Alors je travaillais avec des vieux camarades. Les vieux camarades qui étaient déjà des types des âgés, des Polonais, des Français, ils n'avaient. Ils étaient aussi dans l'état de définition. Il y a un belle fois, un chef poirier qui s'appelait Chalgras, quand je vais voir sa maison, il s'appelait Chalgras. Il était chef poirier, mais seulement, il était maître de la mine parce que l'ingénieur qui était à Cochon, il s'appelait Monsieur Mercier. Il était directeur au prix Notre-Dame. Mercier était célibataire. Le samedi, il foutait le camp à Montpellier, il était de Montpellier. Il revenait le mardi chez le chef Porriot qui conduisait toute la mine, en son absence. C'est-à-dire qu'il était bien. Ben figure-toi, pendant cette crise, moi qui travaillais à l'Institut de salaire, pendant 7 ans, tout ça parce que je n'avais pas donné le dernier du culte à un curé. J'avais un camarade
Lorsque les Houlières, en 1931, ils ont fait des écoles pour les Houlières, ils ont fait des églises, ils ont fait l'église Saint-Charles. J'ai travaillé pas de zoom dans cette église. Ils ont appelé les mineurs qui avaient des enfants à l'école Picancourt, à l'école laïque, on les a appelés puis on leur a dit ceci. J'avais un camarade qui s'appelait Paul Martinoche, il y avait 3 gosses. Il y avait 2 gosses qui allaient au mois de juin au certificat d'études. Il a été mis en mesure par les Houlières, par les compagnies minières, c'est pas les Houlières, les compagnies minières, de mettre ses enfants, de retirer ses enfants d'école laïque et les mettre à l'école catholique, ou bien aller chercher du travail avec les enfants à l'école. Moi, la Libération, je suis intervenu. J'ai signalé ça à Arthur Hamette. Il s'en est servi à l'Assemblée. On a déplacé le type. Le type, il y avait le portrait de Salon Gros, c'était un bon socialiste. Et il m'a dit, Raymond, il dit, tu vas travailler ensemble. Il dit, tu vas, il dit, je suis obligé de mettre. Il dit, ben, ils n'iront pas, ils n'iront pas. Alors tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait crever. C'est le cas de le dire, ils l'ont fait mourir. Ils l'ont décroché de son travail de Montigny-Barrois à 2,16 balles, 7 km au-dessus. Puis lui, il habitait à Barrois. Le type, ils l'ont fait mourir. Il est mort sur la route, à pied. L'hiver, il est mort au lendemain, dans la voie de chemin de fer. Parce qu'il a refusé de mettre ses enfants à l'école libre. Alors moi, j'ai signalé tout ça au parti. C'est notre servi qu'on a les nationalisations. Et moi, d'un autre côté, j'ai été pris par eux, parce que, à ce moment-là, le journal, c'était l'enchaîné. L'enchaîné, il y avait le fossile et le marteau dessus. Moi, je ne savais pas lire ni écrire. Ma femme, elle savait lire et écrire. J'étais dans la petite cuisine et puis j'étais 3 heures. J'étais crevé. J'étais crevé. Il rentrait un vieux bonhomme. On l'appelait doyen Carpentier. Ce type-là, il est venu à la maison. Alors moi, je dormais sur la table. J'étais crevé. La femme rentrait, ma femme, elle faisait dans les chiffres, dans les berrans. Et le vieux curé, il va me lever, hein. Ça fait rien. Alors le vieux curé, il s'en met comme ça, en tremblant. Ah, là, c'est pas possible. La table, elle est là, hein. Là, la porte, elle est là. Et le vieux curé, il s'en met, puis il regarde le journal. Eh bien, il a dit un peu, monsieur le curé, est-ce que je m'occupais de votre effet de messe, moi? Hein? Vous venez ici insulter ma journal dans la maison? D'ailleurs, qu'est-ce que vous venez faire ici? Bah, oh, écoutez, excusez-moi, je m'excuse, je dis, je vous demande pardon, je dis, ma langue a dépassé ma pensée. Il s'excuse. Bah, vieux grand-père, peut-être plus vieux que moi, dans notre division de rien. Il dit, bon, bah, prenez un chaise et puis asseyez-vous. Mais il y a quelque chose qui grippe là, ça ne s'avale pas. Tu sais, c'est héréditaire chez moi, ça grande. J'ai l'habit des foutins de tatou, comme on dit. Hein. Alors, ça si. Puis je dis, quel est l'objet de votre visite? Ben, comme chaque année, vous savez, on passe le dernier du culte. Le dernier du culte, ça sert à habiller les enfants d'époque, c'est pas vrai. Le dernier du culte, ça sert à aider les séminaires, ce n'est pas vrai. Parce que moi, j'ai un vieux frère qui est séminaire. Il y a Jean Blou, à Belgique. On n'a jamais rien donné, puis on n'a jamais rien donné aux autres non plus. Puis alors, voilà, c'est l'objet. Ben, je dis, ouais, mais est-ce que je peux vous poser une question? Oui, faites-le, mon ami. Du coup, je suis devenu son ami. Alors, on va le poser. Et je dis, je voudrais savoir, monsieur le curé, je voudrais bien que vous m'expliquiez le mystère de la Sainte Trinité.
Oh, mais mon ami, le mystère de cette Trinité, ça ne s'explique pas. C'est un mystère. Ah! Alors écoutez, monsieur le curé, si le mystère de cette Trinité, ça ne s'explique pas, le dernier du cul, donc dehors, allez. Et puis alors là, un demi-heure après, t'as vu le maison du ski resto, j'ai mon voisin. Le voisin, il vient, il s'appelle Volkoviak, Étienne. Il me dit Raymond, que je fais. Le curé a pris tiens le numéro. Et le curé a pris ma numéro. Voilà, du plus brave. Alors quand je m'ai marié, moi j'ai eu une maison là. J'ai une maison. J'ai pas attendu 18 mois, j'ai eu une maison. Une basse maison. C'est une maison que tu as vue. Le type qui a sorti. Puis alors, chez moi on est plus riche. Alors ça, si c'est des caissettes sans liche, on a acheté un feu d'occasion de 24 francs à Tipat. On a fait des armoires dans des caisses et sans liche. Puis on n'a pas de meubles. On a pris un lit de 126 000 francs au lit d'argent à Lille. Là, toute une fortune. On travaille 5 et 6 postes par caserne. Il y a du chômage. On ne gagne rien. Tous les casernes, l'ingénieur, il vient, il s'en compris. C'est-à-dire que moi, j'ai pas, j'ai pas le droit de gagner plus que 30 francs. Je suis condamné. Alors, le curé, il ne peut pas me l'expliquer, le mystère de cette trinité chez l'essence du Christ, chez ceci, chez cela. Tu ne peux pas m'expliquer de voir, allez, puis il vient plus m'emmerder. Hein. Alors, le lendemain, je remonte. Comme j'ai un carreau de terre qu'il faut payer 12 francs par an, j'ai un billet pour passer au directeur divisionnaire à la division parce que à Barrois et Bonnet, c'est un ingénieur divisionnaire parce qu'il a passé d'ouvrier pour les deux puits. Alors il y a une division. Ce type, il s'appelle M. Soquel. Alors moi, je pense que je suis pour donner les 12 francs, d'autant plus que je paie 1 franc de loyer par jour. Je paie 15 francs de loyer par caserne. C'est-à-dire que chez moi, je peux recevoir qui me plaît. Je ne regarde pas au propriétaire. Ben, je m'en vais. Alors c'est un couloir, puis il y a des grands murs comme ça. Alors un type qui est chef bureau, il s'appelle Bourguignon. C'est à peu près comme maintenant. Et ce femme, elle est sage-femme. Oh là là. J'ai donné le billet, pom. Le type, il prend le billet, puis il regarde comme ça. Il dit, ouais, je suis dit fameux Quignon. C'est un insulte, ça. Que je te raconte. Je dis pas, t'es jamais là pas de gueule, non. T'es pas que je vais m'emmerder avec toi, espèce de rotuire. Dis à ta sage que je suis là. Et puis je ne me paraîtrai parce que tu vas le voir, hein. Mais me voilà, tu comprends, j'ai 22 ans, ma camarade. Chabou, hein. Moi, j'en ai assez des ingénieurs qui se cachent pour punir les ouvriers et puis tout le bordel. Parce que l'ingénieur Mercier, lui, ne se gêne pas. Il dévoile avec le chef pour rien, il y a une cheminée qu'elle monte ici, puis il y a une cheminée qu'elle dévoile. Les mineurs, pour qu'ils montent là, qui viennent là, et l'autre qui... Ils se mûchetaient là, ils mûchetaient leur lampe pour punir les premiers qui passent. C'est indigne d'un ingénieur, ça. Je ne sais pas des ingénieurs, c'est des gardiens. Pourquoi il punissait le premier, Raymond? Ben, parce qu'ils disaient qu'il y avait d'autres bonheur. Comme moi, j'ai eu 20 sous d'amat, comme je t'expliquais, j'ai eu 20 sous d'amat tous les jours, j'ai travaillé. Parce que j'étais le premier. Alors moi, je respectais avec Mercier, puis Mercier, je l'ai gueulé de voler à tous les noms, parce qu'il m'a volé. Bon. Alors, on fait rentrer au directeur, M. Soquel. Puis, j'arrive là, le type, il a crayon, il tourne comme ça, puis il ne me remise pas, hein, ici, là. J'ai un comme ça. Il dit, monsieur le directeur, on m'a appelé celui-là. Ah, ton nom? Ben, ignorément. Ton matricule? 81 358. Ton adresse? Ben, je dis, c'est un interrogatoire, vous me faites subir, là. Ton adresse? Des barbeaux. Ainsi donc,
C'est toi qui se permets de mettre des doyens carpentiers à la porte de chez toi. Hein? Tu crois que ça va marcher comme ça? Tu vas me faire le plaisir d'aller faire tout de suite des excuses au doyen carpentier à Picancourt. Ils s'en mettent, hein. Et j'ai dit, monsieur le directeur, qui c'est qui paye le loyer de maison? Je suis pas logé gratuitement, moi. Je dis, puis je vais vous en dire un. Tu ne t'inquiéteras pas. Je vais vous en dire un, je dis. Vous apprendrez que mes coudes et puis mes bras sont pas liés à ce barrois. Puis il m'accorde tout de suite. T'as compris? Pas plus de dire le cœur que de beurre au cul, je t'emmerde. Type, il bras. Ah, pas trop. Sors 2 minutes. 2 minutes, je dis, hein, pas plus ça. Alors, je sais bien qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 minutes. C'est tout. Alors, barreau, Quignor, qu'est-ce que c'est? Bah, Quignor, je suis envoyé, hein. Et puis, baston. Bon. Certainement que c'est ce qu'il dit, hein, parce que. On s'en va, on tient le cours. Alors, au bout de 2 minutes, moi, je ne crois pas. Parce que là-bas, je rate. Alors, mes codes ils sont prêtes. Ma livrée est prête. Allez, à boulet. Fous-moi le con! Je veux plus te voir, tu m'as compris? Ben, je dis, mais c'est vous qui m'avez appelé, je dis. Et puis, votre curé, contentez-vous que j'y vois pas, parce que j'ai cassé ce gars-là. Qui fait attention à lui, un homme là. Grossier personnage. Je dis, mais je t'emmerde tous. Puis je suis parti, j'ai plus jamais la tête du permis de rien. Mais j'ai resté dans l'état de punition. Alors, pendant ce temps-là, tu comprends, les ingénieurs, les pourrions, tout le monde y punissait. Non seulement qu'on ne gagnait pas beaucoup, mais c'était rare. On avait des lampes électriques, par exemple. Alors, chez Facile, tous les casernes, il y avait un ampoulé de brûlé, un barreau de dessoudé. C'est pas vrai. C'était pour nous faire payer 40 sous, 50 sous d'un mois. Alors, un bel faux. J'ai un puis j'ai dit, bah, du prêter un recours, c'est un morceau de boîte, et c'est pour allumer le feu. On a 10 minutes pour bien l'allumer avec quelque chose. Pas beaucoup. J'arrive pas seul à l'épicerie. Et le chef d'empiste, il en appelait Coton. Il y a un géomètre qui s'appelle Léner. Il y a un chef Porion qui s'appelle Chagrin. Puis un chef d'empiste Coton. Alors sur la table, il y a une bouteille de Dubonnet. C'est pas. Il marquait Dubonnet dans le dos d'un autre. C'est là. C'est toute l'époque, hein. J'ai habillé qu'il faut passer au chef lapis. Alors, moi je m'arrête, je défais une recours, ça. Puis... Oh, t'as pas besoin de me faire, c'est pas que t'as une recours. Je réponds pas, hein, parce qu'on travaille 5 et 6 postes par caserne. Hein. Tu travailles la moitié d'une caserne, tu vis avec la moitié d'un salaire. T'as même plus 40 sous pour acheter une paire d'espadrilles. Les amants ça pleut comme des pleuves. Puis alors les ingénieurs, ils se cachent au fond de la mine pour punir les ouvriers. C'est les croix de feu qui sont là, c'est le gouvernement Tardieu, Laval, c'est eux qui sont là, sans droit. Alors je rate. Mais cette bouteille-là, elle ne m'inspire pas comme ça. Il y a ça de bière, on a ça. Monsieur va dire. Hein? Bon. Barat, assieds-toi. Après tout, on a trop français, on ne peut pas s'expliquer. Parce que le parti de la ROC, il s'appelle le Parti social français. Il a changé de nom. Tu comprends? Non, moi, ça me met la puce à l'oreille, là. Après tout, t'es français. Ravette ici, à Barbois, ici. Ravette, un poste à plein expansion. Que je t'ai pris, c'est tout des porions polonais. C'est tout des bouts de feu. Et puis les Français, on les vaut pas. Après tout, t'es français. Écoute, si tu t'arraches avec Joseph Monnier est chef carreau. Joseph Monnier, c'est le secrétaire des Croix de Feu. Si tu t'arranges avec Joseph, il va te faire une carte et puis t'es pour rien. Ben, Ravis Raymond. À ce moment-là, on me dit plus Quignor, on me dit Raymond. Hein? Ravis Raymond. T'es mon gars du gros carbone.
Tu vas voir un barreau de fumier. Tu vas voir un carreau de terre pour rien, puis une belle maison. Putain, t'es pire monde. Mais putain, Jacques Joseph. Ah. Et je vais mettre les choses au pas tout de suite. Moi, je veux bien, je suis français. Mais pour mon malheur, je suis français républicain. Or, vous me proposez une carte de croix de feu et tout ça, je ne peux pas le prendre, mais... D'ailleurs, je ne sais pas lire ni écrire, je ne m'occupe pas de politique. Oh, tu dis ça dans les réunions, t'interdis d'aller à l'épicerie. Parce qu'à ce moment-là, on interdisait aux réunions syndicales. J'étais défendu d'aller, les Polonais, pour pas les voir, les Français non plus. Celui qui y était puni, puis il était dans le bras. Excuse-moi l'expression, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, Raymond? Tu sais ce que ça veut dire? Non. On me fout dans la merde au travail. T'as été de punition. Alors, du fait que je suis français puis républicain, votre verre, je ne peux pas le prendre. Buvez-le vous-même. Thévauban qui dit... C'est pour eux. Thévauban, ça me fait bauder, il ne veut pas. Je dis non, j'en veux pas, puis je n'en veux pas. Puis d'abord, je ne sais pas lire ni écrire. J'avais une bonne excuse. On t'apprendra. Tu sais travailler comment? C'est pour ça que je suis dans l'état de punition, c'est parce que je sais travailler. Pour m'y gagner 30 francs pendant 6 ans consécutifs. Gardez-le, votre peur, je ne sais pas. Et petit bouton, et chef l'empiscotant, que ça fait. On l'appelait Crésus, les Polonais l'appellent Crésus. Parce qu'il y avait un bar comme une Crésus. Alors, mais avec les camarades polonais, tout le monde connaît ça, non. Il y a Vauporion, il s'appelait Martineau. J'étais un type qui a voté à l'école. Ah oui. Je fais pas attention. Non, mais fais pas attention, Raymond, je t'arrête là. Bon, il s'appelait Martineau. Il venait de Paris, il venait des grandes écoles, mais il n'avait pas eu sa brevet. Donc il était pour rien. Et ce type-là, il s'en venait au matin. Alors, la politique d'éolière, c'est, par exemple, il faut 10 chars à bois. Tu sais, des chars à bois, pour boiser. On a mis au Fouxac. Et tu étais obligé de te démerder pour trouver des bois. On va tout y en temps. Alors on en a déboisé, au risque de se faire tuer, des vieilles galeries pour boiser, pour battre tout puni. Alors, Martineau, là, il veut tout me punir. Je dis, vous savez, monsieur Martin, ce qu'il me punissait. Moi, j'en avais pas pu dire là. Hein. Vous allez mettre de la menthe passée par remplacer de bois, il n'a pas de bois. Vous devez, après vous dire, je vais te foutre au prud'homme. Puis je dis, fais attention, hein. Fais attention, hein. N'attige pas. Alors, à passer dans la menthe. Ils n'osent pas le mettre. Mais quelquefois, le mettent. Alors, c'est pour dire que, comment c'est qu'on est arrivé. On se battait pour avoir des bois. On se battait pour avoir des bois. On se battait pour pouvoir boiser. Et puis le porion, il rigolait. Voilà, ben chaud. Alors, tout ça, ça nous a emmené en 1936. D'un seul coup, et le 1er juin, on déclare la grève un peu court. Chose Barrois en tête. 1er juin, grève. À Barrois, il n'y a pas beaucoup de Français à Barrois. Parce qu'aux élections déléguées, il y a 100 Français. 100. Il y a 200 Polonais, mais les Polonais n'ont pas le droit de voter. Parce qu'ils sont étrangers. Les Polonais n'ont pas le droit d'avoir d'allocation familiale parce qu'ils sont étrangers. Et puis les Polonais n'ont pas le droit d'aller aux réunions. Et les Français qui ne sont pas de côté, ils n'ont pas le droit non plus. Alors moi je fais un équipe avec mes camarades polonais, puis on y va, en force. Alors on fait faire un vote. Chez le Front Populaire, on dit, acheteur, nous, j'ai le cahier de revendication. On dépose un cahier de revendication. On demande le même droit aux étrangers qu'aux Français, l'allocation familiale, tout. Puis le droit de vote pour le délégué. C'est des ouvriers. Alors on vote. On leur porte. La CGTU, elle passe.
Mais eux, Duham, et puis l'autre, le délégué Jasper, ils ne s'inclinent pas, ils se maintiennent. Alors les élections ont lieu à la mairie de Montigny. Montigny, c'est la commune. Parce qu'elle fausse. Allez, moitié c'est Montigny, moitié c'est Picacourt. Et comme qui a appuyé à demi à Picacourt, on fait voter Montigny à Montigny. Puis, moi j'ai un beau-frère. Un beau-frère qui s'appelle Renalter. Mais je suis un pauvre con. Je suis un pauvre con parce qu'il est président des sociétés colombophiles et puis alors pour être bien avec le directeur, il l'a nommé comme président adjoint. Comme ça lui permet d'avoir les voitures qui ramassent les ordures pour porter ses pigeons par ce. Mais moi, on me fout secrétaire. Mais jour du vote, ma beau-frère, il me dit, tu sais, tu vas avoir une belle plage, hein, mais seulement, il ne faut pas qu'on te bouche à Montigny. C'est clair et net. On m'interdit d'aller aux réunions, on m'interdit d'aller voter. Oh, il n'est pas question pour moi de ne pas voter. Alors, je dis à ma beau-frère, écoute, Adolphe, il s'appelle Adolphe, Renalter. Il dit, Adolphe, il dit, t'es fait au mieux de fermer puis t'occuper de tes oignons. Ouais, bah, tiens, là, j'ai fait une pêche de la gueule, bah, le blanc. Puis de la marche, je m'en vais voter, avec mes camarades. Les Polonais n'ont pas le droit de voter. Ceux qui sont naturalisés ont le droit de voter. À part un groupe, ils peuvent savoir Montigny. Pescavo, l'ingénieur, le chef Porion, le sous-chef Porion, tout le monde est mobilisé dans les bistrots. Pierre à boire à tout le monde. Dans l'espoir qu'on va voter pour leur liste. Alors, mais je rentre avec ma beau-frère, puis il m'a dit, ben, tiens, t'es là, Quignor? Ouais. Ça vous fait drôle que je suis là. Vous savez, ma bulletin, je l'ai dans ma poche. Je mettrai ma bulletin pour qui c'est qui me plaît, je dis ça vous regarde pas, d'ailleurs vous êtes quatre, vous n'allez pas être là. Allez, comment? Ouais, je vois que marcher. Vous n'allez pas être là. Vous dites à certains qui n'ont pas le droit de venir voter, de quel droit? On m'a dit qu'il faut qu'ils ressemblent mes hommes, et je viens voter. Puis alors, il y en a appelé Lucien Luridon, il a été tué, lui, pendant la guerre. Lucien, c'est pareil. Lucien se prend dans l'hôpital. Il s'en va voter, mais le bureau de vote, il fait un massacre. Hein. Et le dépouillement y arrive. Il y a des types qui ont été nommés pour rien, il y a des types qui ont été nommés surveillants, bout de feu, chez là. Le résultat, 50 contre 50. Ah merde, c'est une victoire, quoi. 50 contre 50.